Bonjour, bienvenue au cours des quantifications d'incertitude. Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre de quoi s'agit-il lorsqu'on parle des quantifications d'incertitude. Pour assurer la qualité d'un produit, on peut avoir recours à des procédures dites de qualité. Ce sont en général des procédures codifiées qui permettent de vérifier si les processus sont bien mis en œuvre et d'en assurer la correction des erreurs constatées. Ces méthodes ont plusieurs objectifs. Un premier objectif est assurer la reproductibilité des résultats, de manière à avoir une qualité de produit assez standardisée. Elle cherche aussi à établir des contrôles sur les procédures mises en œuvre, de façon à vérifier si elles sont bien respectées et d'identifier leurs défauts et leurs qualités. Elle cherche aussi à corriger les erreurs constatées et à empêcher la dérive des processus. L'objectif général étant l'amélioration continue du processus. La démarche qualité est utile et très répandue dans les entreprises. Mais il existe certains domaines où elle est impuissante pour assurer la reproductibilité. En effet, il existe des matériaux et des phénomènes pour lesquels la variabilité est intrinsèque et ne peut pas être contrôlée. Par exemple, lorsqu'on travaille avec les bois, on peut déjà constater qu'à l'intérieur d'un même arbre, il existe une variabilité. Ensuite, lorsqu'on compare plusieurs arbres, on voit une deuxième source de variabilité. Dans l'industrie du bois, l'arbre va être découpé selon des différentes zones qui auront chacune des caractéristiques différentes et qui seront soumises à des variabilités entre les arbres et à l'intérieur de l'arbre. Les premiers aspects de cette variabilité, les plus visibles, est la non-homogénéité du matériau bois. Mais il existe encore d'autres éléments de variabilité. Par exemple, le bois est très influencé par l'environnement. Dans ces graphiques, nous voyons les taux d'humidité du bois en fonction de la température et du taux d'humidité de l'air environnant. Nous voyons ici des mesures du module d'élasticité du bois en fonction de la densité à 12% d'humidité. Comme nous voyons, il y a une grande dispersion. L'environnement a donc une grande influence sur les comportements mécaniques du bois. Voici un autre graphique qui illustre la variabilité du module d'élasticité du bois en fonction du taux d'humidité. Et ici, une illustration de la variabilité du module d'élasticité en fonction de la température. Enfin, le module d'élasticité dépend même de l'âge à laquelle le bois a été coupé, comme nous voyons sur ces graphiques. Lorsque le bois coupé est utilisé pour la fabrication des composites,
les comportements se mélangent et nous avons à la fois la variabilité du bois et celle du composite. Par exemple, dans ces graphiques, nous voyons la variabilité du module G et de la viscosité dynamique état en fonction de la fréquence d'excitation. Nous voyons ainsi que selon la décomposition fréquentielle de l'excitation appliquée au composite, celui-ci réagira avec un module d'élasticité différent et une viscosité différente. Toutes ces variabilités sont des variabilités internes, mais il existe aussi des variabilités externes. Par exemple, nous voyons sur cette rose de vent la variabilité de la vitesse du vent en fonction de la direction d'où il souffle. Ici encore, une carte de variabilité du vent. Pour les structures marines, fluviales ou lacustres, nous avons aussi une variabilité liée à l'impact des vagues. Ces structures sont soumises à des oscillations du fluide qui se trouve à leur contact, en général l'eau. L'eau, sous l'action du vent, produit des vagues et ces vagues vont impacter les structures. Par nature, les vents étant aléatoires, les vagues le sont aussi. Nous voyons dans ces graphiques des probabilités des hauteurs de vagues et des périodes de vagues. Enfin, il existe aussi une variabilité saisonnière et annuelle. Nous voyons dans ces graphiques la vitesse moyenne du vent selon les mois de l'année, selon les différentes années. Nous voyons là une variabilité selon les mois et selon l'année. Lorsque nous intégrons l'ensemble de ces données dans un calcul, nous faisons alors des erreurs. Mais nous faisons aussi des erreurs des modèles, car nous supposons que le comportement de les structures suit un certain modèle mécanique. Par exemple, nous pouvons utiliser un modèle unidimensionnel des poutres, ou un modèle bidimensionnel des plaques, ou alors faire un modèle tridimensionnel avec des comportements de différents types. Il peut être linéaire ou non linéaire. Chacun de ces modèles présente des avantages, des inconvénients. Il reproduit aussi certains types de phénomènes et ne reproduit pas d'autres. En commettant en plus des erreurs dans les efforts extérieurs, des erreurs du modèle, nous aggravons la situation. En dehors du bois, il existe d'autres matériaux qui présentent de fortes variabilités de comportement. Par exemple, les matériaux composites. Nous voyons ici quelques résultats de mesures concernant des matériaux composites. Nous voyons une variabilité du module d'élasticité et de coefficient d'amortissement en fonction de la fréquence d'excitation. Il y a aussi une variabilité selon les dimensions de la pièce. L'ensemble de ces variabilités doit être considéré lorsque nous faisons la conception d'une structure utilisant ces matériaux. Ici, nous voyons la variation avec le nombre de couches. Et ici, la variation du module d'élasticité en fonction de la fréquence d'excitation. Les incertitudes, erreurs et variabilités sont traitées dans un domaine de l'ingénierie depuis longtemps. Il s'agit
de génie civil qui fait face à ces problèmes depuis sa naissance. En effet, si nous regardons au microscope électronique un matériau de construction, nous voyons immédiatement des non-homogénéités, ce qui fait que les comportements du matériau et de la structure ainsi construite pourront varier d'un point à l'autre de la structure. Par exemple, un des matériaux les plus répandus de nos jours est le béton, qui est un composite produit du mélange de plusieurs produits et par nature non homogène, comme le montre cette image. Nous avons donc une première source de variabilité liée à la non-homogénéité. Mais nous avons aussi des erreurs de géométrie, des erreurs de positionnement. En effet, lorsqu'une structure est construite ou usinée, nous aurons toujours des tolérances de fabrication ou de mise en place. L'ensemble de ces tolérances produit des erreurs de géométrie et des erreurs de positionnement dont il faudra tenir compte. Nous avons donc une deuxième source d'incertitude et de variabilité, ce sont les erreurs de construction et de positionnement qui entraînent des défauts de géométrie. Ces erreurs font que la géométrie et la masse du pont sont mal définies. Elles font aussi que les conditions aux limites sont mal connues, à la fois par des erreurs de géométrie et de positionnement et par des incertitudes sur les efforts extérieurs. En effet, des efforts induits par les vents, par la pluie, par les trafics ne peuvent pas être prévus avec certitude. De plus, des phénomènes tels les vieillissements et la fatigue modifient les comportements de la structure et il devient difficile de connaître la valeur de ces paramètres matériaux à une date donnée. Lorsque nous construisons une structure telle un pont, nous devons nous interroger sur les efforts qui lui seront appliqués. Ceci implique connaître par exemple quelle sera la force maximale du vent appliquée à cette structure. Ça implique aussi connaître quelle sera la plus forte pluie que cette structure va connaître pendant sa vie. Nous devons aussi nous intéresser aux températures extrêmes qui seront subies par la structure pendant sa durée de vie. Quels seront les mouvements du sol pendant l'existence opérationnelle de cette structure? Quelles seront les crues de la rivière ou les vagues de la mer pendant la durée de vie? Et quelle sera l'évolution du trafic sur les ponts? L'ensemble de ces éléments est évidemment difficile à maîtriser et par nature contient un caractère incertain. L'ensemble de ces incertitudes a souvent été traité à l'aide des coefficients de sécurité. La démarche consiste alors à faire un calcul déterministe en imposant des coefficients de sécurité sur les efforts appliqués, puis
prendre le résultat et lui appliquer encore un coefficient de sécurité. En général, cette démarche conduit à une précaution excessive qui résulte dans une augmentation des coûts et des masses des structures concernées. La solution d'équation de sécurité a été acceptable pendant longtemps pour les génies civils, mais il existe aussi des domaines où cette solution n'a jamais pu être acceptée, simplement parce qu'il est impensable d'augmenter la masse de la structure. Par exemple, dans le domaine aérospatial, mais aussi aujourd'hui, une telle pratique commence à arriver au secteur automobile. La pratique du génie civil, mais aussi de l'aérospatial, a évolué vers l'utilisation des statistiques. En disposant d'un certain nombre de données sur les efforts appliqués, par exemple des moyennes et des variances, nous pouvons essayer de construire des statistiques ou des probabilités concernant la réponse de la structure à ces mêmes efforts. Cette démarche est présente dans les normes actuelles, par exemple du génie civil, ou dans certaines normes du secteur aérospatial. Cependant, elle tend à évoluer à la fois sous la pression des coûts et sous la pression de l'évolution des normes écologiques. Ainsi, pour des raisons à la fois écologiques et économiques, les normes évoluent et la démarche de conception aussi. Aujourd'hui, la demande principale est celle d'une détermination fine des probabilités et des distributions concernant la réponse du système. Cette démarche est mise en œuvre à l'aide des techniques de quantification d'incertitude. Nous arrivons ainsi à la quantification d'incertitude. Ces domaines de recherche et de calcul cherchent à étudier des systèmes généraux. Du point de vue de la quantification d'incertitude, on considère, de manière générale, un système défini par des paramètres internes P. Ce système reçoit une entrée E et produit une sortie X. La réponse du système est donc une fonction des paramètres internes P et de l'entrée E. La quantification des certitudes va chercher à analyser les effets de la variabilité des incertitudes et des erreurs sur les vecteurs U sur la réponse X. La notion de système est ici très générale. Par exemple, une équation différentielle ou dérivée partielle peut être considérée comme un système. Dans ce cas, les vecteurs U, ce sont les conditions initiales, les conditions limites, les coefficients, les seconds membres, voire la région où l'équation est posée. Bien évidemment, nous pouvons considérer des différentes sortes d'équations. Les systèmes peuvent être aussi un problème numérique. Par exemple, la solution d'un système linéaire. Ou la solution d'un système d'équations algébriques. Ou encore la résolution d'un système général d'équations du type fonctionnel. Les systèmes peuvent être aussi
un processus d'optimisation. Il peut être aussi une représentation assez générale de la réponse du système en fonction des différents paramètres. Les sources d'incertitude sont multiples. Par exemple, U peut être mal connu. Il peut contenir des erreurs ou des approximations. Il peut simplement souffrir de variabilités naturelles, comme le cas du vent. En outre, l'information sur les systèmes peut être imparfaite, incomplète ou incorrecte. Par exemple, quand nous faisons une erreur de modèle. Puis n'oublions pas que certains phénomènes sont intrinsèquement aléatoires, tels les vents, les vagues. On voit donc que les systèmes réels présentent des variabilités significatives et qu'il est nécessaire de les prendre en compte dans le dimensionnement et dans l'analyse de ces systèmes. Pour cela, nous avons besoin de trois éléments. Le premier élément est un modèle de variabilité pour les paramètres du système. Le deuxième est une quantification de la variabilité de la réponse. Et en troisième, nous avons besoin d'une méthode pour intégrer les résultats des étapes 1 et 2 dans une procédure de conception. Les éléments clés pour la quantification d'incertitude sont donc ceux qui se trouvent sur cette figure. Les systèmes, vus de manière assez générale, comme une entité qui reçoit une entrée et produit une sortie à l'aide des paramètres internes P. L'entrée et les paramètres P sont regroupés dans un vecteur U et la réponse est une fonction de U. Quels sont donc les objectifs de la quantification d'incertitude? Un premier objectif est celui de caractériser sous forme quantitative les effets de la variabilité du U sur la réponse X, par exemple en calculant la distribution de probabilité de X. Un deuxième objectif est celui de déterminer une représentation quantitativement correcte de ces effets utilisables pour la conception et l'analyse du système, par exemple en déterminant l'application X du U. Un troisième objectif est celui de caractériser les erreurs et variabilités d'entrée en construisant des modèles quantitativement corrects et utilisables en pratique pour ces variabilités. Par exemple, il s'agit de déterminer la distribution des probabilités du U. Enfin, il nous faut développer des techniques pour l'intégration de ces informations dans les procédures de conception. Il s'agit de développer une conception qui prend en compte les incertitudes. Pour construire des modèles de variabilité, nous avons trois procédures possibles. Les modèles d'intervalle, les modèles flous et les modèles probabilistes. Les modèles d'intervalle correspondent à la situation où la seule chose que nous connaissons est les minimums possibles et les maximums possibles d'une quantité. Si par exemple nous disons qu'U se trouve entre A et B, nous pouvons remplacer la variable U par l'intervalle AB. Il existe alors une procédure mathématique qui permet de faire les calculs en utilisant les intervalles. Il faut noter que cette situation peut aussi être traitée par la méthode probabiliste, en supposant qu'U est une variable aléatoire de loi uniforme sur l'intervalle AB. Les modèles flux s'appliquent dans la situation où nous avons un nombre
finies des classes aux limites mal définies. Par exemple, si nous disons qu'une certaine quantité est faible, moyenne ou forte, la définition des faibles, moyens ou forts est soumise à discussion et des différents acteurs donneront des limites différentes à chacune de ces classes. Il y a donc une discussion et une incertitude sur les limites des classes. Dans ces cas, un modèle flou peut être utilisé. Les modèles probabilistes consistent à dire qu'U est une variable aléatoire. Ces modèles s'appliquent lorsque nous avons des informations statistiques sur la variable U. Par exemple, où il est possible d'obtenir des échantillons de cette variable. La quantification d'incertitude travaille essentiellement sur les derniers modèles, les modèles probabilistes. Merci pour votre attention. Au revoir.